Dear. Valid people. Bonsoir à tous. Donc on va commencer. Merci à tous d'être là. Parfait, c'est beau la synchronisation. Merci à tous d'être là pour cette conférence sur le handicap. Donc le handicap, c'est un sujet si tabou. Moi, j'ai voulu répondre à cette question en créant, il y a 3 ans, l'émission de radio Dear Valid People au sein de Radio FM+, que je remercie par la présence de monsieur le directeur. Et avec cette émission, en fait, je l'ai créée parce que j'en avais marre. J'en avais marre que dans les médias principaux, on parle du handicap, mais sans personne handicapée pour répondre à la question. On pose la question de est-ce que vous pensez que les personnes handicapées sont bien considérées en France, mais on pose la question à des personnes valides. Donc finalement, pourquoi qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc moi, j'ai voulu répondre à ça en créant une émission de radio où l'objectif serait de mettre en avant les personnes concernées, mettre en avant leur expérience avec leur handicap qui est propre à chacun, différent à chacun. Et 3 ans plus tard, on est là avec cet événement. Et l'objectif, c'est pouvoir dire qu'on peut parler du handicap. On peut en parler simplement. Et c'est important d'en parler, en fait, de ne plus se cacher, ne plus penser que c'est une honte. Au contraire, dites-le pour pouvoir aussi avoir les adaptations dont vous avez besoin. Et c'est aussi important de le dire parce que ça fait partie des gens concernés. C'est aussi une manière de les inclure dans cette société, de les accepter tels qu'ils sont. Donc moi, je vais me présenter aussi accessoirement. Donc je m'appelle Damien Farjou, j'ai 30 ans et je suis consultant en accessibilité de jeux vidéo. Je suis aussi stand-upper à côté. Et toujours dans cet objectif, en fait, de montrer que en tant que personne handicapée, on peut réaliser des choses. On peut réaliser des émissions de radio, de la comédie. On peut faire du travail de consulting. Et avec cette émission, je peux rencontrer plein de gens. Et notamment une personne qui est devenue ma collaboratrice aujourd'hui il y a un an, Camille Carneguez. Est-ce que tu veux parler un petit peu de toi, Camille Carneguez? Bonjour à tous, déjà, dans un premier temps. Sa collaboratrice et agente stand-upper pour l'accompagner dans tous les comédie clubs de France et bientôt à l'international, mesdames et messieurs. Bon, en réalité, je l'ai suivi 3 fois. Après, c'était trop tard, j'étais trop fatiguée et je crois qu'il avait plus besoin de moi, surtout. Mais non, plus sérieusement, oui, j'ai rejoint le podcast donc de Dear Valid People et l'animation notamment sur cette dernière année. C'était intéressant d'avoir aussi une nouvelle dynamique. Alors on va peut-être en reparler, mais d'avoir aussi une nouvelle dynamique de lecture et d'animation, de plus être seul finalement face à un invité, mais là d'être que les animateurs, animatrices puissent tourner et surtout d'avoir 2, voire des fois 3 invités sur différentes thématiques. Mais voilà, sinon, pareil, pour me présenter, il ne faut pas que je l'oublie non plus. Donc Camille Carneguez, j'ai 27 ans, je travaille dans une collectivité là depuis une petite année.
et notamment au service de l'accessibilité. Enfin, je travaille en lien avec l'accessibilité, le handicap sur des projets assez vastes. Voilà, que dire de plus? Le handicap est évidemment au cœur de tout. De tout, malheureusement ou heureusement, je sais pas trop, mais en tout cas au cœur de tous les sujets, de toutes les réflexions et de toutes les prises de décision aussi, même si ça a pu être pesant jusqu'à présent. Maintenant, j'arrive à le prendre comme une caractéristique à part entière, on va dire, d'un choix de vie, mais voilà, j'en dis déjà peut-être beaucoup. Là, grosso modo, la conférence, elle va durer une petite heure et demie à peine. Elle est enregistrée. Donc le podcast sera disponible par la suite sur le site de Radio FM+, et sur YouTube pour l'instant. Et en fait, l'idée, c'est vraiment que ça puisse être une conférence qui ne reste pas formelle et qui ne reste pas sachant, apprenant. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse construire ensemble, réfléchir ensemble, poser des questions ensemble. Pas forcément avoir de réponse d'ailleurs à tout, mais en tout cas questionner sur plein d'aspects. Et l'idée, c'est vraiment que vous puissiez prendre le micro chez ce monsieur-là, qui a un micro sans fil et qui est prêt à le dégainer à tout moment et à courir pour vous le donner. On n'a pas pris quelqu'un en fauteuil, sinon ça aurait été un petit peu compliqué. Et on n'a pas pris quelqu'un au hasard non plus. Ouais, c'est ça. Un homme au charisme effrayant. Donc voilà, dans l'absolu, on va commencer peut-être par une... Peut-être avant de commencer, par levage de main, qui a déjà écouté une émission de Dear Vague People? Ok. Ça marche. Merci. Donc là, maintenant, on va pouvoir commencer. Donc, la base, la première question, la question qu'on se pose tous, la question qui est à la base de tout, c'est quoi le handicap? Et avant de discuter de cette question tous ensemble, donc comme a très bien dit Camille, l'objectif là, c'est pas que on ait toutes les billes, toutes les connaissances, toutes les réponses. C'est aussi une possibilité pour vous et pour les personnes concernées de donner son avis sur la question, parler de son expérience, encore une fois, pour raccrocher à l'émission. Pour commencer, on va diffuser l'émission de Et tout le monde s'en fout, qui une des premières émissions pour moi qui parle de handicap, qui va en parler d'une certaine manière, un peu différente jusqu'à maintenant. Donc on va regarder l'émission et on en discute juste après. That would be wonderful. Je voudrais qu'on se penche sur un truc qui fout mal à l'aise. Le handicap. Tu sais, c'est quand... Qu'est-ce que tu fais? Et ça va pas? Tu sors à peine du coma. Bon, maintenant tu te rallonges, ou je rappelle l'infirmière. Oh, ça va, je suis pas infirme, j'ai un doigt cassé. Oui, mais pour le moment, tu es considérée comme une personne handicapée. Oui, le handicap, c'est censé être une différence, pas une limite. Parce que si tout le monde a tendance à penser comme ça, c'est sûrement parce que ça nous renvoie à notre propre fragilité. Et quand D'accord, j'ai peut-être confondu ta vulnérabilité avec de la faiblesse. Oui, le handicap, ça fout toujours l'ambiance. Surtout quand ça se voit. En fait, c'est un peu comme si la seule présence d'une personne handicapée, ça impliquait soit de devoir s'en occuper par politesse, Soit de se sentir mal à l'aise ou désolé. Oui, bonjour madame, pourrais-je avoir un sandwich s'il vous plaît? Oui. Chérie, on a du pain en braille ou pas? Mais les personnes handicapées, elles demandent pas toujours à être traitées comme des victimes. Ce qu'elles te demandent à la rigueur, c'est de leur permettre d'exister sans compliquer leur situation. Parce que déjà qu'aborder le quotidien avec un truc de traviole, ça demande un certain self-control. Mais alors quand l'environnement autour de toi est pensé pour tout le monde, sauf pour toi, Y a de quoi avoir envie de brûler des trucs. qu'est-ce que tu fais encore par terre? Oui, mais le handicap, c'est un luxe qui coûte cher et dans la nature, c'est vite réglé parce que les handicapés, ils ralentissent les progrès. Combien? Va rafraîchir tes idées dans la glace carbonique. Et si on se concentrait sur ce que les personnes handicapées peuvent nous apporter plutôt que de rester bloqués sur ce qu'elles nous coûtent? Un peu comme si on changeait son regard sur les autres pour arrêter d'être condescendant.
T'imagines si on avait enfermé Albert Einstein dans un asile psychiatrique à vie parce qu'il avait du mal à s'exprimer? Ou Ray Charles et Stevie Wonder dans un monastère juste parce qu'ils étaient aveugles? Balancer Stephen Hawking à la décharge avec sa maladie de Charcot? Parce que jusqu'à la fin de l'Antiquité, c'était vite réglé. Dès que ton handicap était visible, on te tuait à la naissance. On appelait ça exposer le nourrisson. C'était pour cacher qu'on te filait à bouffer aux bêtes sauvages. Heureusement, à partir du Moyen-Âge, le concept de charité est devenu à la mode. Alors au lieu de les tuer, des fois on laissait les handicapés mendier dans la rue quand ils avaient échappé à l'exorcisme. Alors non, Grégory, je suis désolé, mais tu ne peux pas aller à l'école l'année prochaine. Parce qu'on ne met pas un cartable quand on a son frère siamois collé dans le dos. Un point, c'est tout. Oui. Par contre, si tu veux aller au cirque, il y aura plein de gens comme toi. Les infirmes, ils attirent toute l'attention alors que ça me concerne pas et qu'il y a d'autres problèmes. Va te coiffer au bistouri! Quoi, elle m'a énervée. Si tu crois que vivre la différence de handicap, c'est que pour les autres, N'oublie pas qu'un jour tu seras l'handicapé de quelqu'un d'autre. D'après l'ONU, dans les pays où l'espérance de vie dépasse 70 ans, comme par exemple la France, chaque individu passera en moyenne 8 ans de sa vie avec un handicap. donc arrête de croire que c'est juste le problème des autres. En fait, ce qu'on appelle les personnes handicapées, c'est avant tout une réserve de ressources incroyable. Tout ça dépend du regard qu'on porte dessus. Parce que vu les chantiers que l'humanité a en cours, c'est... Alors, petit con, encore vivant? Tiens. J'ai ramené des pommes. C'est lui qui t'a sauvé. C'est quoi ça? Tu filmes? Et vu les chantiers que l'humanité a sur les bras, c'est pas comme si on n'avait pas besoin des forces de tout le monde. Comme des enseignements du philosophe Alexandre Julien, qui est handicapé moteur cérébral. Tiens, vas-y, lis. Alors, plus on cherche une chose, plus elle nous échappe. Il faut abandonner même Abandonné. Il faut abandonner même la recherche de la joie pour se donner complètement à l'instant présent. Ah, donc si je comprends bien, il prône l'abandon, mais surtout pas de baisser les bras. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il dit aussi, l'abandon, c'est la joie de ne lutter contre rien dans la vie pour être éminemment acteur. Ça te parle? Ouais, mais moi je vais te dire, le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on ne me laisse jamais finir mes épisodes? Deux horizontaux. Hop, tu vois, hop, j'ai une ligne. Allez, vas-y. Mais comment vous m'avez retrouvé en fait? Bah, tu t'es encore garé sur une place handicapée. Ah, mais tiens d'ailleurs, je t'ai ramené tes PV. Alors tu peux cliquer pour t'abonner à la chaîne, pour regarder un autre épisode ou pour nous aider sur Tipeee. T'as vu, j'ai pas dit que t'étais handicapé, hein? Qui a déjà vu cette vidéo? Encore une fois, en levant la main. Ouais, ok. Pas beaucoup. Donc, on va commencer l'interaction ici. Qui c'est qui serait motivé pour dire qu'est-ce qu'il a pensé de cette vidéo? Pour parler un petit peu de cette vidéo, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est bien selon lui? Personne? Pourtant, il y a... Monsieur Loyal. En fait, quand vous avez commencé à dire que il y allait avoir une projection, moi je pensais que c'était pour définir qu'est-ce que le handicap. Et là, je n'ai toujours pas compris qu'est-ce que le handicap, en fait. Par contre, j'ai entendu parler de faiblesse, de fragilité. Et ce que j'ai entendu qui m'a touchée, c'est que les personnes qui ont un handicap ne veulent pas qu'on les considère comme des victimes. Voilà. Mais j'ai toujours pas compris handicap. Oui, ben voilà. Typiquement le genre de questions où je pense qu'on n'aura pas de réponse avant la fin de la conférence. Je pense que c'est bien aussi de remettre le sujet là où il est placé et là où nous, on va pouvoir en parler. C'est-à-dire que là, nous, on va grosso modo parler essentiellement, en tout cas, de handicap moteur. Mais il faut bien comprendre que déjà le handicap, avec un grand H, on va dire, il est pluriel et il est beaucoup plus vaste que simplement une limitation physique, on va dire. Voilà mon premier axe de réponse. Damien, à toi. Moi, je dirais qu'en effet, en fait, la vidéo n'était pas tellement
pour définir ce qu'est le handicap, et je dirais c'est même dangereux d'essayer de définir le handicap parce que le handicap est toujours différent pour chaque personne, mais aussi pour chaque contexte de vie. C'est-à-dire que en tant que personne en fauteuil roulant, par exemple, on va pas avoir les mêmes handicaps si on est à la campagne ou si on est en ville, par exemple. Ça va toucher beaucoup plus de sujets, beaucoup plus vastes, c'est beaucoup plus complexe. Là, cette vidéo, c'était plus un objet pour nous, mais pour s'appuyer, pour commencer la conférence. Et aussi parce que pour moi, et je pense pour Camille aussi, ça a été une vidéo où on parlait différemment du handicap. Disons, dans l'histoire du handicap et dans sa culture, on a là un peu un premier changement qui, pour nous tenait à cœur de le partager ici. Je pense aussi que le handicap, c'est aussi une histoire de, comme tu dis, Willy Campbell, mais c'est une histoire de contexte. Moi, je suis handicapée quand je suis à la rivière, par exemple, où je suis 100% dépendante. Chez moi, dans mon appartement, avec un fauteuil, avec les aménagements nécessaires pour aller aux toilettes, etc. Je ne suis pas handicapée, en fait. C'est aussi une histoire de... On est toujours... c'est l'environnement extérieur qui nous renvoie à cette question de handicap beaucoup. Enfin, je pense. Oui, du coup, avant, la loi 2005, on parlait d'intégration, et maintenant, justement, on en revient à l'environnement. On parle d'inclusion. Même si le terme pose problème, vu qu'on l'utilise de plus en plus, on voit ses limites aussi et ce à quoi il renvoie. Moi, par exemple, je me définis comme handi, donc une personne en situation de handicap. J'ai un handicap visible, mais là, vous ne le voyez pas, je suis sourde, appareillée, par exemple, et j'ai d'autres handicaps qui sont invisibles. Donc, pour moi, je vous rejoins totalement, c'est au cas par cas. Et après, au niveau de la loi, on va dire qu'ils estiment que c'est à partir du moment où on est handicapé par quelque chose, mais c'est pas forcément nous qui sommes handicapés. Donc c'est compliqué, et c'est pour ça que parmi notre communauté, il y a des gens qui vont dire « je suis en situation de handicap »,« je suis un handicapé » ou d'autres termes qui nous correspondent plus. Oui, tout à fait, je te rejoins à 100%, et tu as employé le terme de communauté, et donc c'est vraiment ça. En fait, je pense qu'il faut aussi entendre que le chemin, l'acceptation, l'accueil du handicap n'est pas non plus le même pour tout le monde, et pas non plus au même niveau, au même stade, au même degré, sur un instant T, à un moment donné dans la vie. Et donc forcément, en fait, l'approche de la personne en situation de handicap sera pas du tout la même d'une personne à une autre, même si issue du même milieu socioculturel, avec le même âge, avec potentiellement une éducation plus ou moins similaire. Enfin, forcément, les degrés, le champ de possible et le regard qu'on va porter sur soi-même sera drastiquement opposé. Ça, c'est une première chose. Donc la deuxième, c'est que du coup, dans cette idée-là, ça semble un peu quand même compliqué de parler d'un terme aussi général qu'est celui du handicap, alors qu'il amène une multitude de cas et d'individus et d'adaptations différentes d'une même pathologie, étiquette de handicap. On va parler sur un exemple très concret de tétraplégie, par exemple. Donc, des personnes qui deviennent accidentées deviennent tétraplégiques. Je pense qu'il y a honnêtement autant de tétraplégies qu'il y a de tétraplégiques. Et du coup, ça devient hyper complexe d'arriver à définir ce qui concrètement, quelles sont les capacités et les limites de chacun. Mais on se rejoint sur une chose qui est l'accessibilité de l'environnement, et l'accessibilité ou non qui rend potentiellement la vie de tous les jours plus difficile, voire plus handicapante que d'autres. Oui, et là on arrive aussi à un sujet dont t'en parles un petit peu avec les lois. On va chercher encore une fois à donner des définitions générales, où dans cette définition on va souvent retrouver des termes comme limitation,
incapacité, déficience. Et finalement, ça, c'est comme tout le monde. On ne peut pas tout faire tout le temps, H24, 7 jours sur 7. La différence entre une personne valide et une personne handicapée, c'est que dans le cas de la personne handicapée, c'est notre corps qui nous dicte ce qu'on peut faire ou non, et la situation où là, il y a une possibilité d'aménagement et de modelage. Par contre, dans le cas de la personne valide, ça va être un choix. Mais la finalité, c'est qu'il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Ça, c'est comme tout le monde, finalement. C'est juste que les raisons vont être différentes. Et on a parlé donc d'environnement, ça va parler des différents modèles du handicap qui peuvent exister. Pendant longtemps, on a parlé du modèle médical, où là, on parlait uniquement de pathologie, on parlait uniquement de la santé, on parlait uniquement du patient. Aujourd'hui, on arrive à une étape où on est sur un modèle social. Donc là, on va parler en effet d'environnement. On parle beaucoup d'environnement du bâti, mais c'est aussi l'environnement social, c'est-à-dire les comportements qu'on va avoir les gens envers nous. Ça va être... et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus subtil d'en parler. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'il n'y a pas de règles. Là où l'accessibilité du bâti, Camille, je pense que tu peux en témoigner, il y a de plus en plus de lois, de règles à appliquer. Là où en termes de comportement, on est sur de l'humain. Et c'est dessus beaucoup plus compliqué. Donc on n'est pas totalement... pour moi, on n'est pas totalement sur un modèle social en tant que tel. Je pense qu'on devrait aller un peu plus loin. On n'est pas encore à parler d'un modèle politique du handicap. Pour l'instant, on va toujours parler du handicap comme quelque chose qui est reclus au social. Là où avant, on en parlait uniquement de manière médicale. C'est uniquement du domaine médical. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Et on attend ce moment où le système politique va aussi prendre à bras-le-corps cette question du handicap. Il y avait une intervention là-bas. Ouais, je vais essayer de me rappeler, mais c'était tout au début. Mais que par rapport à la définition du mot handicap, c'est que par rapport à une personne normale, on a plus de difficultés qu'une personne normale. Et que c'est cette façon de considérer à la base ce qu'est un handicap, de le spécifier comme qu'on a plus de mal que quelqu'un de normal, ça fait aussi que ça modèle le regard et la façon de traiter le handicap à part, alors que ce que voulait amener la vidéo tout à l'heure, c'est qu'en fait on est tous... handicapé quelque part, chacun, et c'est là que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, que nous, quand on veut faire quelque chose, c'est notre corps qui dicte, qui choisit, et que les autres, ils font leur choix. Là, je suis pas d'accord, parce qu'on a tous des limites, et que toute forme de handicap, enfin, le fait de pas avoir d'argent, ça peut être une forme de handicap. On fait pas, bref, on fait jamais comme, même les personnes dites valides, personne fait ce qu'il veut et comme il veut, quand il veut. Enfin, on a tous des contraintes. Et du coup, de plus se dire, le handicap, c'est des gens différents, mais on a tous des contraintes dans la vie et que nous, de circuler, c'est plus compliqué. Et du coup, ça change... de changer le point de vue, comme tu dis, ça pourrait amener un meilleur temps avec les politiques et socialement que tous les gens... Ils le prennent mieux, mais je crois que c'est bien parti quand même, les gens. Ils évoluent un peu. Doucement, mais sûrement. Et tu vois, même toi, tu considères que on n'a pas le choix, c'est notre corps. Donc, alors qu'en fait, c'est une contrainte. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Moi, ce que je dis, c'est qu'en effet, il y a une partie où c'est notre corps qui nous dicte ce qu'on peut faire ou non. Là où dans le cas d'une personne valide, la variable va être prise en compte différemment. Après, tu peux très bien
prendre le parti en tant que personne handicapée que les capacités que tu vas t'en servir. Tu vas les optimiser. C'est juste que en termes de choix, on va pas... Le panel de choix est pas le même, pas aussi grand. Et en plus, on va te faire croire dans la société, notamment par cette définition, on va retrouver tout le temps incapacité, déficience. On va te faire croire que tu te définis à ça. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il me semble qu'il y a encore trop de personnes qui tombent dans ce panneau, entre guillemets. On veut des gens qui sont pas d'accord. Prenez le micro, levez la main et opposez-vous à nos dires avec grand plaisir. Oui, je pense qu'il est quand même intéressant de mettre en avant et d'amener la notion que peut-être certains connaîtront de validisme. C'est quoi ce petit signe? Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui. Ça veut dire bonne transition. Merci Damien. Oui, il faut vraiment considérer cette notion de validisme comme un peu la base de tout quand même. Donc le validisme... Pour commencer peut-être, combien de personnes ont déjà entendu ce mot? Voilà, pour commencer. Et donc, Camille, qu'est-ce que le validisme? Le validisme, c'est de considérer une société qui est faite par et pour des personnes dites valides. Donc par valide, j'entends bipèdes, marchantes, qui n'ont pas de soucis à part entière, enfin en tout cas de soucis ni d'audition, ni visuel, ni moteur, ni psychique, ni mental. Et de considérer que c'est un peu la base de toute construction et de tout déplacement, de toute pensée, et ça à tous les niveaux sociétaux, donc politique, économique, culturel, social, j'en passe. Voilà. Cette notion, elle est malgré tout dangereuse, parce qu'elle considère encore une fois l'autre, donc finalement celui qui ne peut pas correspondre à cette norme et à ces critères et à cette mise en place-là, comme différent et comme amoindri et comme appauvri finalement dans son déplacement, dans sa capacité à être et à aussi exister sur la scène. Pas que cette scène-là, mais aussi exister sur la scène sociale, culturelle, économique et politique. T'as des choses à ajouter, toi? Oui, moi, ce qui me pose problème, justement, c'est qu'il y a encore aujourd'hui trop peu de gens qui ont entendu parler de ce mot qui est le validisme. Et pour ça, la première raison, c'est que ce mot n'est pas dans le dictionnaire. Ce mot n'est pas dans la rousse qu'on peut trouver sur Internet. Ce qui montre que, encore aujourd'hui, le validisme lui-même n'est pas reconnu non plus comme système de discrimination au même niveau que le racisme, l'homophobie ou autre. Et pourtant, c'est des situations qu'on va vivre quotidiennement. Et c'est des situations dont on ne va pas pouvoir parler aux autres parce que pas reconnues par les autres. Donc on va les intérioriser, ce qui va donner du validisme intériorisé où des personnes en situation de handicap vont elles-mêmes être discriminantes envers elles-mêmes. Et là, on arrive à quelque chose qui, pour moi, m'alerte beaucoup. Et c'est pour ça j'ai créé cette émission. C'est pour ça qu'on fait cet événement aujourd'hui. Et je vois que nous avons une réaction sur le côté gauche. Oui, à votre droite. Non, c'est pour moi, en fait, sur le validisme, pour moi, l'incarnation un petit peu du validisme, ce serait le Téléthon qui cherche
non pas à accepter enfin la différence en fait, à gérer avec et pas de souci avec ça, mais plutôt à dire à soigner, donner de l'argent pour soigner. C'est peut-être le concept de charité, mais c'est peut-être pas tant soigner, être guéri plutôt. C'est peut-être pas tant être guéri que les gens recherchent, enfin pas forcément tous, dans l'éventualité que oui, c'est plus simple, mais en fait ce qui est très compliqué, c'est d'avoir... si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas être heureux en fait. Il te manquera toujours quelque chose. Et le Téléthon, pour moi, incarne cette notion de validisme très fort. Alors, désolée s'il y a des chargés de projet au Téléthon ou des coordinateurs, je ne sais quoi, mais là, on enfonce une porte déjà ouverte. Hein. Merci Mathilde. Dans l'idée, c'est ça. On arrive un peu dans l'ambivalence même de la représentation de la personne handicapée. On est dans ce duo un peu infernal qui s'oppose complètement, qu'est la personne handicapée, qui est amoindrie, qui est victime de sa vie, de son destin, de son quotidien, de tout, qui est clairement malheureuse, et qui donc a besoin de l'aide et de l'aide d'autrui. Et cette aide-là, elle est en général procurée, encore une fois, par des gens valides, qui n'ont pas forcément de soucis et qui sont dans une espèce de bonne action quotidienne sur ce moment-là. Je schématise, je stéréotype vraiment volontairement pour expliquer un peu la vision assez généraliste. Donc d'un côté, on a ça, et de l'autre côté, on arrive à l'extrême total sur la personne handicapée, sur-héroïsé, super héros, super humain, type profil paralympique, type profil je combats le handicap au quotidien et je vais à l'envers de mes limites, car regardez ce que je peux faire. Moi, en étant limité, je suis capable de ça. Je suis capable de faire le tour du monde en fauteuil. Je suis capable de faire des sauts en parachute. Je suis capable de nager et de traverser la Manche alors que je suis quadruple amputée. Je suis... Théo Curin. Bref, et j'en passe. Et en fait, dans l'idée, chacun fait bien ce qu'il veut. Et chacun, encore une fois, en est à des degrés d'acceptation et d'accueil du handicap qui sont absolument pas les mêmes. Et un tout à chacun avance sur son chemin, on va dire. C'est pas tant ça le problème. C'est pas individuellement le problème. Le problème, c'est que c'est la représentation d'une société et d'un groupe qui est à l'extrême. Et là, tu as donné l'exemple du Téléthon. Et c'est ça, on est en plein dedans. Sauf que, en fait, à l'inverse, on a le super-héros, quoi. Et moi, j'ai pas de problème avec les joueurs paralympiques. Et bien au contraire, oui, ils sont héros. Mais au même titre que des athlètes sportifs valides sont héros. Parce qu'il y a du travail derrière, parce qu'il y a beaucoup d'entraînement, parce que tous les jours, il y a 6, 7, 8 heures de sport, je ne sais quoi. Et en ça, c'est le travail le travail accompli, l'effort, etc., qui, lui, doit être valorisé et mis en avant. Et pas simplement le fait que, parce que tu es en fauteuil roulant, c'est incroyable. Oui, je pense que là-dessus, la problématique aussi, c'est qu'on va totalement invisibiliser ta passion. Tu exerces une passion, avant tout. Certes, tu es sportif paralympique, c'est parce que tu aimes le sport. Pas parce que tu as envie de prouver quelque chose en devenant sportif paralympique. C'est parce que tu as trouvé une passion qui t'est accessible. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, tu apprends à optimiser ce que tu sais faire, à faire à 100% ce que tu aimes. Donc forcément tu continues. Et donc les sportifs paralympiques comme pas paralympiques, les deux sont des héros, ou aucun des deux ne sont des héros, mais il va falloir choisir. Et pour revenir au Téléthon aussi, on a parlé tout à l'heure de cette norme, la fameuse norme, une personne normale. Une personne normale, ce serait quelqu'un de guéri.
ce serait quelqu'un qui n'est pas malade. Sauf que c'est assez utopique de croire ça, puisque on vit de plus en plus longtemps. Et comme l'a très bien dit dans la vidéo 2 et tout le monde s'en fout, en moyenne, on va passer 8 ans en situation de handicap. Donc c'est quelque chose qui nous concernera tous tôt ou tard. Tard sera le mieux, mais ça arrive que ça soit tôt aussi. Et si c'est tôt, faut le prendre en compte. Moi, c'est par rapport au terme normal, où je vous rejoins pas avec ce terme, justement. Pas parce que c'est pas bien, hein, mais c'est parce que c'est mon identité qui se reconnaît pas là-dessus. J'estime que je suis complètement normale, même si je suis handi. Et ça fait partie de la normalité d'être dans cette diversité. Donc, pour moi, je m'identifie comme une personne normale, mais pas ordinaire. Donc, quand on me dit « tu n'es pas normal » ou « il n'est pas normal », parce que ça m'irrite toujours, parce que c'est faux pour moi. On est normaux, sinon on ne serait pas sur Terre. Il y aurait il y aurait un bug dans la matrice, et voilà. Donc, sur cette notion, je l'estime l'enfant du validisme. Pour moi, c'est le système validiste qui va dire qu'il y a les normaux, les anormaux. Et après, le validisme, quand on ne sait pas encore ce que c'est comme quand on souffre du racisme. On prend conscience, il y a du racisme, donc ça, c'est du racisme ordinaire. Et ça, c'est du racisme, on va dire, systémique. D'accord, il y a plein de sous-catégories dans le racisme. Je suis une femme. OK, il y a le patriarcat. Et en fait, c'est tout un système. Et c'est ça qui est formidable. C'est que d'un côté, on dit c'est douloureux ce qu'on est en train de prendre quand on regarde des histoires sur nos ancêtres et le colonialisme et tout ça. On apprend plein de choses. Ça fait mal, mais en même temps, ce qui est magnifique, c'est que là, on en parle. Pas que là maintenant, nous, mais on en parle sur les réseaux, c'est aussi comme ça que je vous ai rencontrés. Et il y a une déconstruction, parce qu'on n'a pas encore utilisé ce terme, mais il y a une déconstruction qui se fait. Et puis oui, moi je fais partie des personnes qui font du racisme intériorisé. Je suis validiste, parfois sans m'en rendre compte. J'ai même une copine, elle est en fauteuil roulant, et je la voyais pas en étant en visio. Et je lui ai dit, viens à la maison, et elle me dit, c'est accessible. En fait, j'ai pensé à elle. Et j'ai pas pensé au handicap. Et c'est des choses comme ça où moi j'essaye de me déconstruire, parce que je me rends compte que ma parole n'est pas parfaite, alors que je suis moi-même concernée par les handicaps. Merci. Mais c'est carrément OK que la parole elle soit pas parfaite. Moi, je demande pas que... Donc oui, tu as employé le terme déconstruction. C'est top, elle nous fait les transitions gratos. Tu as employé le terme déconstruction, c'est ça, il y a de ça. Mais en fait, moi, je suis complètement OK, et je pense que tu me rejoins, Damien, sur le fait qu'on n'a pas tous à être complètement déconstruits, à être à voir l'autre et le comprendre à 100%, ou en tout cas essayer de se placer à la place de l'autre. Encore une fois, je pense chacun son avancée, chacun son cheminement. Je pense qu'à partir du moment où on est conscient que ça existe, et on est alerte sur ce fait-là, et qu'on arrive à se dire, à questionner en fait ce qu'on propose, ce qu'on demande, ou ce qu'on émet comme hypothèse à chaque fois, et à se dire, est-ce que là c'était pas un peu validiste, est-ce que là c'était pas un peu raciste, est-ce que là c'était pas un peu... Alors oui, OK, au début c'est un gros travail où je pense qu'à la fin de la journée on en a mal au crâne, mais je crois que ce travail-là il est quand même nécessaire, et encore une fois c'est le temps d'un temps, quoi. Ça va prendre un petit temps, mais c'est OK, quoi. C'est le travail d'une vie, ouais. Je pense. Et que l'important, en fait, c'est pas en effet d'être parfait, c'est plutôt l'inverse, de commencer à se poser des questions. Parce que quand on commence à poser des questions, que le cheminement débute, on ne peut que progresser. Après, par contre, si le cheminement ne débute pas, là, on ne peut rien faire. Typiquement, si on parle des personnes qui n'entendent pas le validisme, là, le cheminement ne commencera jamais. Et nous,
on accepte comme la plupart des gens, en fait. On ne cherche pas à ce que les gens soient impeccables. Par contre, on attend que les gens acceptent quand ils feront des erreurs envers nous et pas plutôt nous rendre coupables de ce qu'on est parce qu'on n'a rien monté, nous, en fait. J'allais proposer une petite scène de théâtre, Damien, où nous faisons un petit florilège de phrases validistes que nous avons entendues par-ci et par monts et par vaux, type dans un bar, type dans un restaurant, type au cinéma, type à l'école, type au boulot, type partout. Et ça, on invite aussi les gens en situation de handicap dans le public à partager aussi. Parce que si on a voulu créer cet événement, c'est aussi pour ça, pour dire que c'est pour créer un espace safe et secure pour les gens et pour dire, parlez-en, c'est important, ne gardez pas ça pour vous parce que ça va vous détruire en fait. Et nous, on veut pas ça. Donc, on crée des espaces comme ça pour pouvoir en parler et en parler ensemble parce que c'est pas uniquement avec nos deux mains et nos bureaux qu'on va faire quelque chose. Il faut qu'on fasse ça tous ensemble. Et donc, aussi parce qu'on a soudoyé la Gazette Café pour pouvoir venir. On leur a forcé à mettre une petite rampe qui certes n'est pas aux normes, mais a le droit d'exister. Mais ça, c'est parce que ça fait 5 ans que je parle à Edouard et bon, au bout d'un moment, il a dit oui. C'est ça, c'est de te mettre dans la poche. Donc, des florilèges de phrases validistes. Peut-être tu veux commencer. Peut-être pas à ce niveau-là, mais juste pour voir la rampe, voilà, c'est typiquement le genre de choses que les gens font pour nous aider et ils auraient mieux fait de ne pas le faire, quoi. On est bien d'accord. Parce que là, personne ne monte si on t'a aidé, et alors quand tu vas descendre, ça va être bon courage. Ouais, alors je suis d'accord. Non, mais voilà, d'accord avec toi. Donc voilà, il faut que ça vienne de nous aussi, quoi. Il faut pas qu'on soit, il faut être acteur de notre société et pas juste tiens, ils sont gentils, ils nous ont fait un truc. Bon, oui, ça à 100%. Voilà. Être acteur et être exigeant aussi par rapport au fait que, oui, là, typiquement, tu prends l'exemple d'une rampe, en fait, il y a juste des normes et les normes, elles sont pas là juste pour saouler, elles sont juste là parce qu'elles ont techniquement été calculées pour correspondre et permettre une autonomie et une indépendance de déplacement. Et oui, là, typiquement, tu mets en avant celle-ci qui... Oui, on a besoin d'aide pour y monter et on aurait besoin d'aide pour y descendre, mais finalement, elle a le mérite d'être là et je me dis que si elle n'avait pas été là, j'aurais été encore plus en galère que si elle est là. Moi, je suis un petit peu plus nuancée sur ces propos-là, mais des fois, je me rends bien compte que ma nuance atteint ses limites, parce qu'en fait, à être à moitié le cul entre deux chaises, j'arrive pas vraiment à me positionner. En fait, je pense que malheureusement, on arrive aussi à un point où on est biaisé nous-mêmes par nos propres capacités, parce qu'on a conscience que Camille et moi, on a quand même beaucoup de capacités qui permettent justement, comme tu l'as très bien dit, de faire et d'aller, de pouvoir accepter des rampes comme celle-là et de pouvoir s'en débrouiller. Là où je pense à d'autres personnes avec des fauteuils électriques lourds, là, c'est plus possible. Là, ça devient très dangereux. De par le fauteuil électrique qui est beaucoup plus lourd et de par cette rampe qui n'est pas faite. C'est toujours un petit peu la double peine qui vient toujours mettre de plus en plus de couches sur l'aspect danger, ce qu'on peut arriver à compenser jusqu'à un certain point. Encore une fois, on revient à la capacité de la personne et le handicap qui va être pluriel, des situations où on va pouvoir faire des choses, enfin typiquement pour prendre l'exemple de Camille et moi, parce qu'on est souvent ensemble, il y a des situations qu'elle va pouvoir faire, moi pas, inversement proportionnel.
Et on arrive aussi à faire une forme de coopération. C'est de la coopération entre nous, mais ça va être de la coopération avec les personnes valides aussi. Là où il y en a qui vont être totalement à l'écoute, et dans ce cas-là, on est content. Et d'autres qui, encore une fois, ne vont pas être à l'écoute, et où là, ça va devenir très difficile de faire respecter nos besoins. Parfait. Tu arrives sur la notion que je voulais introduire, qu'est le consentement. Je crois que la personne handicapée, c'est pareil, on parle encore une fois de généralité, mais en tout cas, en parlant pour mon cas, j'apprends petit à petit à me connaître parfaitement sur tous les pans de ma vie, et en l'occurrence sur mes capacités physiques, mais mes limites aussi. Les limites qui, elles, vont pouvoir être affranchies, dépassées parce que adrénaline, parce que bien-être, parce que dépassement de soi, etc., du type sportive, et les limites qui, elles, ne peuvent pas être dépassées, juste parce qu'elles sont posées, et comme n'importe qui a juste des limites physiques, et donc celles-ci, je les connais aussi très bien. Et en fait, je pense que cette idée que la personne en situation de handicap, elle apprend en fait au fur et à mesure à se connaître très très bien, et à connaître ses propres capacités, ses propres limites, et ça implique qu'en fait, dans des déplacements, dans la rue, elle sait aussi très très bien à quel moment elle va potentiellement devoir demander de l'aide ou avoir besoin d'aide, et à quel moment elle sait qu'elle n'en aura pas besoin, même si des personnes arrivent et proposent très gentiment l'aide. Mais ça, on va en revenir sur le fait de demander de l'aide ou pas. En fait, juste m'aider à mettre mon fauteuil dans la voiture, oui, dans l'idée, pourquoi pas, sympa d'avoir demandé, mais en fait, je vais plus perdre de temps et d'énergie à te dire comment ça fonctionne, comment est-ce qu'il faut plier, comment est-ce qu'il faut ranger. En fait, on va juste perdre du temps, toi et moi. Et du coup, même si on n'est pas tout le temps dans un rapport de productivité et de gain de temps, juste sur l'instant T, en fait, je le fais. Et c'est pas 5, 6, 7 fois par jour, c'est pas si j'en fais une de plus, une de moins, que finalement, concrètement, ça va changer les choses, quoi. Et en fait, ce genre d'expérience, je l'ai déjà vécu avec des personnes qui ont été assez comment on dit ça ? Insistante, merci. Assez insistante à me proposer de l'aide, notamment pour cet exemple très concret de m'aider à ranger le fauteuil dans la voiture, sans vraiment comprendre qu'en fait c'était trop et qu'elle allait pas forcément être d'une grande aide, quoi. Et en fait cette personne a tellement été insistante que je pouvais pas lui refuser. Je me dis bah oui, allez-y, quoi. Je sentais que c'était the truc de la journée, que c'était la bonne action. Je sais pas ce qui se dégageait de cette personne-là. Tu lui as redonné du sens à sa vie. Exactement, c'est ça. Bon bah voilà, on a eu 25 minutes à ranger le fauteuil, c'était cool. Heureusement que j'avais pas de rendez-vous derrière. Bon, il était content, on était content, très bien. Mais voilà, c'est en ça que ça questionne sur ce rapport, oui, concrètement au consentement. D'être poussé dans la rue. Alors Damien, peut-être toi un peu moins avec le fauteuil électrique, mais j'imagine... Ah ben ça justement, on en parle, c'est intéressant parce que j'ai été au Hellfest il y a 2 semaines et mes potes m'ont surprenamment appris que des gens ont essayé de me pousser. Ils ont été surpris. Je ne bougeais pas. C'est bizarre, hein ? C'est un acteur de rébellion, je pense. Dans l'idée, vous pouvez aussi prendre la parole et témoigner sur ça, mais dans l'idée, moi, je crois que c'est complètement OK de demander de l'aide et d'être en capacité de la recevoir, cette aide, parce que des fois, oui, on n'oserait pas demander, on se dit qu'on ne veut pas déranger, etc. Mais je crois qu'il faut être vraiment conscient quand on propose l'aide qu'on va peut-être être sur un refus. Et en fait, il ne faut pas s'affoler, il ne faut pas s'offusquer. C'est OK, quoi. Tu demandes de l'aide, la personne dit oui. Alors, la personne dit oui, c'est une chose. La personne dit non, au revoir, ciao, bonsoir. Au même titre que la drague, que la séduction, que tout plein de termes liés au consentement, quoi. La personne dit oui. Ah, alors, on arrive dans une étape de relationnel, de sachant à apprenant. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas en disant oui que tout est fait. C'est oui, mais par contre, il va falloir que tu m'écoutes. C'est ça.
et je t'explique comment on fait. Parce que moi, typiquement, j'ai un fauteuil électrique, donc pour passer des marches, ça peut être plus compliqué. Donc je demande de l'aide. Le réflexe des gens, c'est de venir derrière moi. Mais tu vas rien faire, hein. C'est le rouleau avant qu'il faut soulever. Et des fois, je me retrouve à la répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois à la personne avant qu'elle comprenne que, ah oui, non, en fait, les roues arrière, je vais rien en faire. C'est les roues avant que je peux bouger. Et ça, les gens n'acceptent pas ne pas savoir. Et qu'en fait, on est plus au courant que comment fonctionne notre handicap ou notre fauteuil roulant. Parce qu'on est dessus. Moi, je dirais pas H24 parce qu'on arrive sur une autre question. Mais on le connaît bien. On le connaît mieux que nos parents. Parce qu'on passe beaucoup de temps dessus. Donc, encore une fois, chaque personne va connaître son fauteuil roulant différemment. Il va plus ou moins accepter certaines choses. Ce que moi, j'accepte de faire en fauteuil roulant, Camille ne l'acceptera pas. Et inversement. J'attends, je laisse des petits temps de pause, sinon les gens, ils n'osent pas parler des fois. Très bien. Oui, en fait, je voulais juste réagir sur le moment où tu as dit que concrètement, ce serait une perte de temps pour lui et pour toi, de lui expliquer comment fonctionne ton fauteuil roulant. Est-ce que c'est pas plutôt un gain de temps, en fait, de prendre le temps d'expliquer aux gens comment ça se passe et quelque part, un gain de temps, d'être dans ce don, en fait, d'expliquer et pas dans ce refus. Après, je comprends, il y a des jours où moi aussi je refuse de l'aide parce que je trouve ça, parce que ça me renvoie à ma contrainte et que je le refuse. Mais des fois aussi, c'est bien de prendre le temps, en fait, de montrer aux gens comment ça marche, comment ça se passe, pour le peu que les gens aient assez d'écoute, effectivement, et soient pas juste dans une bonne action et qui se ferment. Enfin voilà. D'être sur un temps au final de sensibilisation, de temps d'échange avec cette personne-là, oui, mais payez-moi. Oui. Le bénévolat a ses limites. C'est-à-dire qu'en fait, cette question-là, si elle était complètement irrégulière et très temporaire, à des moments très suspendus, si elle arrivait que temporairement dans une vie, pourquoi pas ? Et oui, en fonction de l'état dans lequel je suis et la personne en face, le relationnel, etc. Des fois, je prends ce temps-là et je m'autorise et on s'autorise mutuellement à le prendre, ce temps-là. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, quand on est sur ce rapport d'efficacité, parce que là, sur le contexte précis de rentrer le fauteuil dans la voiture ou le sortir, en général, c'est que j'ai pas forcément le temps. Enfin, voilà, c'est un exemple, mais c'est pas forcément un temps qui est propice à l'échange et à la discussion qui va durer. Et surtout, en fait, je parle de payer moi en rigolant, mais parce que, sans trop rigoler maintenant, parce que en fait, le handicap, l'échange sur le handicap, le handicap, en fait, il arrive presque comme une compétence à part entière, quoi. Dans le monde professionnel, on a des référents handicap, on a des chargés de projet handicap, accessibilité. Donc ça devient une compétence professionnelle à part entière. Donc au même titre que si j'étais web designer, si j'étais illustratrice, si j'étais tatoueuse, je me ferais payer pour pour bien donner mon tatouage, dessiner, etc. En fait, pour le handicap, ça devient un peu la même chose parce que finalement, en fait, le bénévolat, il a quand même ses limites, quoi. On peut pas tout faire non plus avec le bénévolat et malheureusement, en fait, il a souvent été du bénévolat, en prenant des grandes associations. Et encore aujourd'hui. Et il l'est encore aujourd'hui. Et du coup, c'est là où arrive quand même un peu la limite, quoi. Au bout d'un moment, il faut dire stop. Il faut savoir dire stop et savoir ce qu'on vaut. En effet, la notion d'accessibilité, la notion de handicap, c'est technique. Elle a de la valeur. Elle a une valeur monétaire.
Elle n'est pas là que pour dire c'est une valeur éthique. Non, c'est pas juste de dire oui, j'accepte les personnes en situation de handicap. Non, c'est pas juste de dire oui, c'est que tu as un processus derrière. C'est pas gratuit en termes de temps, d'argent, d'investissement. Moi, comme j'ai dit, je suis consultant en accessibilité jeux vidéo. Rendre un jeu vidéo accessible, c'est pas gratuit. Hein. C'est pas on te dit que ce jeu vidéo est accessible qu'il l'est. Non, il faut faire ce qu'il faut derrière. Et pour ça, tu le devineras pas. Tu devras faire des recherches. Tu devras t'impliquer en sachant que le développement de jeux vidéo demande déjà une implication. Mais là, ça va être une implication supplémentaire pour prendre en compte un public qui a toujours été là, mais qui a été oublié, mais qui maintenant arrive à un moment où on ne veut plus être oublié. On veut être à nouveau présent parce que oui, on en a marre du bénévolat et on en a marre de nous faire croire qu'on ne peut rien faire, qu'on n'a pas de pouvoir d'achat, qu'on n'a pas de pouvoir tout court, même si on est traité comme des super-héros des fois. Non, on a un pouvoir d'achat et on aimerait pouvoir s'en servir. On arrive à une ironie, c'est qu'on peut avoir de l'argent, mais par manque d'accessibilité, on ne peut pas le dépenser. Ce qui est quand même dommage. Il y a des réactions, je crois, dans la... Ouais. Moi, c'était pour revenir sur le fait de vous aider ou pas, en tant que personne valide, entre parenthèses. Je pense qu'on se sent obligé, de par l'éducation qu'on a eue, de devenir une personne qui n'est pas, en parenthèse encore, normale. Donc là, si on ne fait pas l'effort de prendre connaissance du coup de ce monde, on va rester dedans, quoi. On va continuer à vouloir aider sans pour autant se dire qu'on aide ou pas. Ouais, la personne en vulnérabilité, quoi. Oui, avoir des vulnérabilités, c'est ok, mais en effet, je suis d'accord avec toi sur l'éducation. En fait, on revient aussi à la question de... On ne veut plus la sensibilisation aujourd'hui, on veut de l'éducation. Et de l'éducation à partir du plus jeune âge, et que ça soit un domaine à part entière dans les cursus scolaires. Parce qu'en fait, on a tellement à rattraper qu'il faut au moins ça pour arriver à un niveau acceptable d'ici... allez, 10 ans, 15 ans. Ouais. Allez-y. Okay. Non, c'est voilà, enfin moi j'ai un souci avec les gens qui m'aident, non pas parce que je n'ai pas besoin d'aide, bien au contraire, et que je suis ravie quand quelqu'un peut me donner un coup de pogne pour ça me facilite la vie grandement. Par contre, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que si on m'aide, la personne qui est derrière moi, enfin qui va me pousser, parce que normalement je suis pas un fauteuil électrique, mais voilà, la personne qui va me pousser ne me parle que de handicap, et quel que soit le temps où on reste ensemble, on va parler de handicap, et c'est pourquoi pas, enfin j'entame une petite transition, c'est parce qu'il n'y a pas de raison. Tu veux monter sur scène, faire la conférence aussi? Mais écoute, non, parce que je vais me mettre à bégayer, donc je préfère rester dans le public. C'est une blague. Mais c'est voilà, enfin, le fait d'avoir des compétences et de... par exemple, je vais dans une conférence sur le cinéma, en tant que conférencière, par exemple. J'arrive à la pause, je vais avec que des gens qui sont doctorants, qui ont des thèses et des surthèses en cinéma. Quand j'arrive, les gens parlent de mon handicap, me posent des questions sur mon handicap, alors que j'ai d'autres intérêts, et surtout d'autres intérêts que celui de parler de mon handicap. Et autre chose aussi, c'est que
les gens qui m'aident ou quoi, enfin qui nous aident, j'ai l'impression que l'éducation elle s'arrête quand il pleut. Alors peut-être que voilà. Génial. Moi, je comprends toujours pas comment on n'a pas inventé un espèce de petit parapluie au-dessus de nous, derrière nous, là. Enfin, je sais pas, on va sur la Lune, sérieusement, et en final, quand il pleut, on est toujours trempé, quoi. Alors que, voilà, on peut prendre un parapluie, tu vois. Pas moi. Ça s'accroche. Pas moi. Ah, t'as une Moi, petite... j'ai un kawaii. J'ai un kawaii de ouf. Non, attends, je la refais. Maintenant, il y a que la tête qui dépasse après Dieu. C'est... Non, je suis au sec. Je la refais. Se promener sous la pluie sans être mouillé et en restant stylé. Super. Oui, complètement ce que tu dis, au même titre que des compagnies de danse inclusives qui ont des danseurs professionnels en fauteuil roulant, enfin, ou en situation de handicap de manière large, et des danseurs debout, vont pour la plupart du temps, voire même à 100%, être programmés dans des festivals qui mettent en avant la différence, dans des festivals où le handicap est la première clé de lecture, ou des festivals bénévoles d'ailleurs aussi. La plupart du temps, on demande à ce que ces compagnies-là, elles interviennent de manière bénévole. Les compagnies de danse, les clubs de sport, etc. Et en fait, c'est hyper problématique, quoi. Alors, bon, la culture, c'est encore un champ, encore un autre champ, quoi. C'est hyper opaque, donc c'est difficile de sortir de ce cadre. Mais bien sûr que la dynamique, elle est... Et puis, enfin, en plus, je crois que créer une rencontre avec une personne handicapée, il y a un rapport au malaise, un rapport à l'éducation où tu te sens un peu obligé. Et donc, dans ce brouhaha d'émotions, il faut parler, parce que c'est aussi très socialement accepté et mis en avant de devoir parler, échanger. On ne peut pas être dans un rapport de silence, hein. C'est compliqué quand même, le silence. Moi-même, c'est compliqué. Et voilà, et en fait, on arrive rapidement dans cet espace d'échange hyper presque malsain, enfin, ou en tout cas très, très réduit à quelque chose, à une thématique sur laquelle, c'est bon, quoi. Une thématique dont on te parle toujours de la même manière. Et aussi, comme tu dis, c'est aussi une violence pour beaucoup de personnes, parce qu'en fait, tu es l'incarnation de quelque chose dont on t'a toujours plus ou moins parlé. Mais en fait, ça n'existe pas vraiment, tu vois. Jusqu'au moment où tu rencontres ta première personne handicapée, et ça peut être à 10, 15, 20, 30, 40 ans. Et donc, à ce moment-là, déjà, tu as une première pierre et tu te la prends dans la tronche. Et tu dois, comme tu dis, tu dois parler. Qu'est-ce que je peux dire ? Je ne sais pas. Et en fait, la question que tu poses, c'est pas la question qui est intéressante de la personne en face de toi, c'est la question qui est intéressante pour toi parce que tu ne sais rien. Et tu te retrouves avec cette... question qu'on entendra encore. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Mais qu'est-ce que t'en as à faire, en fait ? C'est pas ça qui est intéressant, en fait. C'est pas ce qui m'est arrivé qui est intéressant. C'est ce que je fais dans ma vie et ce que j'arrive à faire en fonction de ce qui m'est arrivé qui est intéressant. Et la question de ce qui m'est arrivé, on en parle après. Les gens qui m'ont déjà posé cette question et à qui je réponds parce que la fatigue, en fait, tu n'as pas de questions derrière parce que les gens ils sont en mode en fait, tu fais rien de la vie. Ah oui, je fais sûrement 2 à 3 plus que toi en fait. Mais ça ne traverse jamais l'esprit des gens. Ce qui est bien dommage en fait. Et même ce qu'on fait pour notre handicap, pour notre santé, ce que tu ne fais pas, ce que tu n'as pas à faire toi, en fait, c'est une richesse. Moi, j'ai appris
j'ai été obligé à prendre soin de moi, à prendre des rendez-vous médicaux régulièrement. Ça offre une compétence d'organisation, tu peux pas tester. Hein. Moi, je mens sur le qu'est-ce qui t'est arrivé. Je raconte des histoires. Je raconte toujours j'essaie en tout cas de raconter des histoires spectaculaires, toujours un petit peu folles. Parce que finalement, en étant dans une question de curiosité un peu mal placée, en fait, c'est ça dont ils ont envie, les gens, du spectacle. Donc, je réponds avec du spectacle. Bon, si c'est des gens que je recroise après, je fais gaffe quand même. Parce que si potentiellement je suis amenée à parler plus et que potentiellement ça devienne un ami ou une amie, bon, je vais peut-être dire la vérité quand même. Sinon, mal placé. Moi, c'était pour... Je t'ai menti. Moi, je voulais revenir justement sur le point de la rémunération, de l'éducation et du cinéma. Je suis en Master 2 Recherche Cinéma. Donc, si tout va bien, je vais en thèse là dans quelques mois. Et comme j'en avais discuté sur les réseaux, sur Instagram, en fait, j'ai demandé à devenir tutrice. J'ai su dans l'intimité qu'on ne désirait pas que je sois tutrice parce que ça fait partie de ma neuroatypie. Je suis considérée par les valides, par beaucoup de valides, comme quelqu'un étant de trop intense, trop hypersensible. Et que c'est trop difficile à gérer. Voilà. Donc j'étais écartée. J'ai été au culot, un peu lourdement insistée en disant j'ai envie. Et du coup, j'ai bénéficié de la discrimination positive, puisqu'on m'a dit écoute, pour les handicapés, on ne sait pas quoi faire à la fac. Donc comme tu es handicapé, c'est parfait. Je n'ai relevé aucun terme. Et puis je me suis dit ok, il y a du travail de mon côté, il y a du travail du côté de la fac, on va y aller. Donc j'ai élaboré, comme vous disiez, après beaucoup de recherches, une mini-thèse. Ça a donné vie au premier tutorat pour les étudiantes et étudiants en situation de handicap. Et la difficulté, c'est qu'en fait, on est dans un déséquilibre et équilibre constant. C'est-à-dire qu'on a tout le temps, à tous les niveaux, tous les strates de la fac, parce que la loi les oblige à être inclusifs, une envie d'être inclusif, mais concrètement, elle n'est pas inclusive. On est encore en train comme pour cette chose, de s'adapter, de se suradapter plutôt. Et toujours des attentes de retour au niveau financier. Donc oui, la sensibilisation, ça a ses limites. L'éducation, c'est la base de tout. On doit tous s'éduquer que ce soit sur le handicap ou le racisme ou qu'est-ce qu'être un être humain, tout simplement. Et ça mérite d'être rémunéré. Moi, j'ai été rémunérée, pas sur tout le long de l'année, mais j'ai été payée comme les autres tutrices qui font de la pédagogie sur les cours, des conseils pour réviser. Et moi, c'était sur le handicap. Ça n'a pas trop généré parce que les étudiants, en fait, n'osent pas. Parce que la plupart, surtout en master, ils disent moi, j'ai fait toute ma scolarité comme ça, on ne s'est pas occupé de moi. On m'a dit que j'étais pas normale et maintenant tu me dis quoi en M2, en M1, en L3, même en licence, on va essayer d'écouter ce que j'ai à dire. Non, je veux être considérée comme normale. Ça, c'est toujours le truc qui ressort. Donc il y a énormément de choses à faire et c'est ça qui est super. C'est pour ça qu'on est là aussi. Si je fais l'émission de radio, si je fais du stand-up, si je suis consultant, c'est en effet pour cette raison. C'est qu'il y a tant à faire, tout est à faire, et c'est autant excitant que apeurant, et que ça demande aussi à se confronter à l'esprit un peu étroit des gens qui n'ont pas intégré cette question et qui n'ont pas intégré cette question comme quelque chose de monétaire en fait, où souvent la question c'est oui mais ça me rapporte combien, mais en fait faut se dire si cette question avait été intégrée il y a 100 ans, tu te la poserais pas cette question, parce que monétairement tu saurais déjà le plus. C'est que là on est dans l'espace de creux où on va devoir intégrer tout ça, donc oui, au début tu vas pas forcément le voir. Par contre je peux te dire qu'à long terme tu devrais le voir en termes de finances.
Ouais, tout à fait. Et puis, on est sur des ambiguïtés d'insertion professionnelle, d'emploi. Enfin, après, c'est complexe dès que tu sors un peu de la norme aussi. Parce que tu as de l'obligation de l'emploi, d'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap à partir de 20 salariés dans une entreprise. Dans les collectivités publiques, les institutions publiques, c'est jackpot s'il y a des petits handis qui sont là et qui veulent postuler parce que déjà c'est bien vu, ça permet de faire monter les quotas et de mettre en avant que nous à l'université ou nous à la ville ou nous à la métropole, on est inclusif parce qu'on a tant de pourcentage de personnes en situation de handicap qui travaillent chez nous. Sachant qu'on est d'accord, on revient sur la même ambiguïté de qu'est-ce que l'handicap, est-ce qu'on parle d'handicap moteur, psychique, visuel, etc. et à quel degré, etc. Et concrètement, une fois que la candidature est faite et qu'on est en emploi, en fait, ça devient compliqué en termes d'adaptation. Et je ne parle pas d'adaptation physique et pragmatique, de normes, de rampes, etc. Et même de bureautique, de poste. C'est plus sur de l'accessibilité sociale, culturelle, subtile, quoi. Où là, ça se questionne, quoi. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire employer une personne autiste, par exemple? Qu'est-ce que concrètement ça veut dire? Qu'est-ce que concrètement ça veut dire employer une personne en fauteuil roulant, en handicap moteur? C'est pas juste je mets une rampe et j'ai un ascenseur et j'ai un bureau qui est aux normes, enfin qui avec une souris, etc. adéquate. Qu'est-ce que psychiquement, émotionnellement ça veut dire aussi? Enfin, moi, je trouve votre émission très intéressante parce que justement, j'ai le sentiment que vous cherchez à faire changer les choses, quoi, à faire changer le regard de la société sur justement le handicap. Bon, là au début vous aviez dit que vous abordiez surtout le handicap moteur. Bon, moi j'ai pas pensé du coup à l'handicap psychique qui est beaucoup plus complexe, je crois. Mais moi, ce que je trouve bien, c'est justement que vous... j'ai enlevé mon masque, sinon on m'entend moins bien, voilà. Que vous cherchez à faire entendre votre voix, justement, vos besoins, vos attentes, et que, justement, il y ait des espaces de plus en plus de dialogue, d'échanges comme ça, de façon à ce que les uns et les autres, comme vous parlez de valides et de handicapés, c'est les termes qui ont été utilisés, bon, il y ait une meilleure compréhension mutuelle et qu'on puisse mieux s'adapter et s'ajuster les uns aux autres, en fait. Donc moi, je vous encourage de plus en plus à continuer ce genre d'émissions ou de rencontres parce qu'en effet, il y a du boulot dans ce domaine. Oui, tout à fait. Il y a du boulot dans ce domaine et c'est vrai qu'on a du mal aussi à se rendre compte de ce qu'on fait. Là, justement, ça fait 3 ans que l'émission existe, 80 épisodes. Et en fait, on ne sait pas on en est à quelle personne a entendu nos dires. Et ça leur a fait une épiphanie où ils ont réussi à comprendre des choses qu'ils ne comprenaient pas auparavant. Et c'est aussi pour nous l'occasion avec ce genre d'événement en fait de pouvoir avoir un feedback direct avec les gens et aussi dire que le handicap c'est pas un mot sale, c'est pas une honte d'être handicapé, c'est un état, c'est enfin. C'est non, plus maintenant en fait. C'est un terme comme je suis un homme, je suis une femme, je suis noir, je suis blanc, je suis handicapé ou je ne le suis pas. C'est bien le problème et ça vient aussi justement de l'éducation dont on parlait tout à l'heure. En fait, on nous a un peu trop inculqué cette idée que c'était uniquement du médical, le fameux modèle médical dont je parlais tout à l'heure. Et on va laisser les 2 dernières questions parce que le temps file.
On va rendre l'antenne. Très rapidement, du coup, pour parler d'emploi. Est-ce que vous pensez que le fait que l'État, le gouvernement finance les entreprises, c'est aidant ou au contraire c'est pervers? Et deuxième petite question, est-ce que vous pensez qu'il y a assez de structures pour accompagner justement les entreprises pour l'adaptation? Tu as 1 minute 30 pour répondre, Damien. Alors, on va rester ici toute la nuit, je pense. Alors, non et non, en fait. Pour moi, la question des quotas, donc pour ceux qui ne savent pas, les entreprises de plus de 20 salariés ont une obligation d'emploi de personnes en situation de handicap de l'ordre de 6%. Personnes en situation de handicap, oui, non, de personnes ayant la reconnaissance de qualité travaillant handicapé. Et ça, ironiquement, toutes les personnes en situation de handicap n'y ont pas droit. Parce que, en fait, je crois pas qu'on soit bien placé pour dire si on est handicapé ou non. Il faut que la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, nous donne ce droit. Donc là, déjà, on est sur une masse administrative pour la personne concernée assez lourde. En fait, on a multiplié pour les entreprises où, comme l'a très bien dit Camille, ça veut dire quoi embaucher une personne autiste? Ça veut dire quoi embaucher une personne en fauteuil roulant? Il n'y a personne pour répondre à cette question. Et en fait... on ne peut pas faire de formation pour répondre à cette question. Moi, j'ai donné de la formation pour être référent handicap dans les entreprises. Mais encore une fois, ça veut dire quoi être référent handicap? Il y a tellement de handicaps différents, il y a tellement de personnes différentes. Pour moi, il ne faut pas un référent handicap. Il faut juste qu'il y ait plus de gens en RH et que chaque personne prenne à bras-le-corps la question du handicap et les personnes salariées dans l'entreprise aussi. Et là, de suite, ça devient une tâche beaucoup plus réalisable pour les entreprises. Ouais, et créer des rencontres, quoi. Créer des temps d'échange, des sensibilisations qui, elles, pour le coup, sont rémunérées. Enfin, on revient à la question financière, mais en tout cas, les entreprises, les collectivités peuvent se le permettre et vraiment créer ces temps-là d'échange. Que les formations, elles ne soient pas basées sur, encore une fois, une vision hiérarchique de la chose, mais plus sur des tables rondes, des conférences, comme ça, quoi. Et... Du team building. Du team building. Tout à fait. Ok, moi c'était très rapide aussi. C'est par rapport justement au handicap. Qu'est-ce qu'on entend par handicap? Ça c'est très problématique parce que la plupart des gens disent handicap, c'est un handicap visible, donc les handicaps moteurs. Et quand ils sont invisibles, ça va être donc visuel. Et un de mes handicaps, la surdité. Il y en a plein. L'endométriose par exemple, dont on est en train de parler, c'est un handicap. Tout comme la schizophrénie, la dépression. Après, là, pour répondre, pour donner un tout petit exemple, donc on parle d'une communauté handi et après, moi j'ai ma communauté donc sourde aussi. Et chez les sourds, on va être séparés en deux. C'est-à-dire qu'il y a le sourd de naissance qui estime, donc c'est pour revenir sur le terme médical, qu'est-ce qui ne l'est pas. Moi, je suis née dans une famille d'entendants et je vis dans le monde des entendants. On ne parle pas de valides. Dans la communauté sourde, on va plus parler des vous les entendants et nous les sourds. Mais pour des sourds de naissance, pas tous, mais pour la majorité, je ne suis pas sourde, je suis une malentendante. Pourquoi ? Parce que je vis dans votre monde, je suis appareillée, je partage votre culture, la pop culture, vos stars, vos célébrités, vos films, tout ça, vos références, je les ai. La culture sourde est une culture dont on ne parle pas dans les métiers. Et je suis en train de la découvrir. C'est ce que je parlais par rapport au racisme, à l'état de femme, de découvrir quelles sont les autres femmes qui ont fait des choses dans le passé, qu'on a tues, qu'on a invisibilisées. Donc tout ça, en fait, c'est... On nous a dit, on est sourd, vous avez un problème médical. Et on va sans vous demander votre consentement, vous greffer les implants. Merci, auriculaires, ou vous mettre après on va tout faire pour vous rendre normaux, on va vous rendre entendants. Et heureusement, il y a des constructions qui se font et des sourds qui disent non, on est né blond, on est né sourd, on est né avec cette différence. Pourquoi vous voulez qu'on devienne comme vous ? C'est terrible.
Ouais, pour les sourds, c'est une caractéristique à part entière que d'être sourd et que de signer, donc en langue des signes française, langue des signes, que de signer. En fait, la langue des signes représente une langue à part entière et ils se considèrent eux-mêmes comme minorité linguistique et pas comme handicapés. Voilà. Les sourds, c'est vrai que c'est particulier dans le sens où il y a une approche aussi linguistique et culturelle pour le coup qui est assez forte, assez prégnante chez les sourds qui signent. Donc qui signent la langue des signes et ceux qui oralisent pas, etc. Mais c'est vrai que c'est assez spécifique à cette culture. Damien, il va falloir qu'on termine. Ouais, va falloir qu'on y aille. Moi, je trouve ça aussi intéressant la dernière intervention là, parce que justement, tu parlais de pourquoi tu as envie qu'on soit comme vous. Et je pense que dans le cadre du handicap moteur, on a aussi, avec justement cette question d'aide qui n'est pas demandée, qui n'est pas consentie, comme si il y avait une croyance sous-jacente de « je vais faire mieux que toi ». Sauf que c'est moi qui est handicapé. Donc comment tu peux faire mieux que moi en fait ? J'arrive pas à comprendre. Et ça, justement, ça reste dans les pensées inconscientes des gens qu'on essaye de faire remonter à la surface. C'est qu'avec ce genre d'action, tu dis ça. Ah mais non, je voulais pas. Et si, le fait est que tu ne l'es pas. Et je pense que je finirai sur la phrase de c'est l'intention qui compte, qu'elle soit bienveillante, ce que tu veux, c'est l'impact que tu vas avoir sur la personne. Si la personne va être violentée par ton intention, alors non, ça ne marche pas. Et ça, je pense que toute question de discrimination se résume à ça, c'est pas l'intention qui compte, mais l'impact. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir participé. On vous souhaite à tous une bonne soirée et au plaisir de retrouver pour une nouvelle conférence ou à la sortie pour discuter. Dear Valid people. Valid people.